Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la fin du mois d'août, exactement le 31 août 2024, et nous nous retrouvons pour notre rendez-vous avec une information qui est très abondante, mais enfin nous allons essayer de trier. Parmi les éléments que nous avons retenus, nous tenons d'ailleurs à porter à la connaissance de beaucoup de téléspectateurs qu'il s'est tenu à Brazzaville une session de la direction de l'OMS Afrique. Et il semble qu'il y a un médecin tanzanien qui a été élu à la tête de cette structure. En ce qui nous concerne, au niveau du Congo, nous pouvons relever que nous sommes bien informés de la correspondance qui a été adressée par une coalition des ONG et des associations au ministre congolais des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger relative à pratiquement la déclaration non grata au Congo de l'ambassadeur du Rwanda dans une situation que nous allons certainement évoquer dans le corps du texte. Et nous avons appris depuis hier et nous sommes informés que le chef de l'État congolais a accordé une interview dans le journal Jeune Afrique. Il a abordé un certain nombre de problèmes, mais nous prendrons le temps d'analyser cette situation et d'aborder. Mais aujourd'hui, nous voulons rappeler quelques faits qui ont jalonné un peu l'actualité congolaise de ces derniers temps pour que nous vous livrons un peu le thème que nous avons choisi de faire avec. Il vous souviendra que le 21 juin 2024, lorsque le Premier ministre Anatole Koline Makosso est passé avec son gouvernement à la séance de questions orales au gouvernement par le Sénat, une question lui a été posée sur le contexte qui était marqué par des grèves, par le fait que la situation sociale des Congolais devenait extrêmement difficile, etc. Et à cela, il a donné une réponse qui n'a pas satisfait beaucoup de Congolais parce qu'il semblait faire apparaître que son gouvernement avait pris l'option pratiquement de privilégier le paiement de la dette, particulièrement la dette extérieure, pour respecter un certain nombre d'échéances qui tombaient en cascade, ce qui a surpris les Congolais, parce que nous sommes censés exécuter un budget et on était surpris. Mais enfin, les Congolais se sont rendus compte que la situation des retraités, des étudiants, des vacataires, des enseignants communautaires, des travailleurs de plusieurs entreprises devenait de plus en plus difficile. Et à notre avis, ça fait perdre un peu la crédibilité au gouvernement qui, à notre avis, a adopté un budget qu'il n'arrive pas à mettre à exécution. Surtout que dans le même temps, il n'arrive pas à procéder à la réduction du train de vie de l'État et à faire un certain nombre de choses. Nous pouvons également évoquer la situation de la jeunesse, parce qu'il y a eu le gouvernement qui a lancé la première quinzaine de la jeunesse. Et au cours de la première quinzaine du gouvernement, plutôt semble-t-il, pour donner l'information aux Congolais sur un certain nombre de sujets, et les Congolais ont été désagréablement surpris de ce qu'il a dit s'agissant de l'année de la jeunesse, parce qu'il semble qu'elle ne couvre plus que l'année 2024, mais qu'elle couvre sur l'année 2024, 2025 et 2026, ce qui ne fait, à notre avis, que ternir l'image du gouvernement, faire apparaître que le gouvernement a très très peu de crédibilité et on devrait y aller. On peut évoquer un certain nombre de choses aussi. C'est les retraités. Les retraités avaient envisagé de faire un sit-in et ils avaient été en concertation avec le Premier ministre qui avait reconnu que la situation était difficile et que les dispositions étaient en train d'être prises. Le 23 juillet, on a, semble-t-il, réglé le problème de la pension du mois de mai. Il avait pris l'engagement pour qu'avant le 15 août, la pension du mois de juin soit payée. Et selon lui, fin août, début septembre, le Congo devrait résoudre ses problèmes d'équilibre macroéconomique et qu'on n'aurait pas de problème. Donc, les retraités sont en train de suivre les déclarations du Premier. Mais le constat, c'est lequel?
Avant le 15 août, aucune pension n'a été payée. C'est vrai que ces jours-ci, ça se paye, mais c'est une promesse qui n'a pas été tenue. Et les retraités sont très inquiets pour les 2 mois, à savoir J, puisque août se termine là. Et il est bon, par rapport aux engagements pris, que le gouvernement paye les pensions du mois de juillet et d'août pour que nous soyons à jour et que nous essayons d'avancer. Nous avons également le problème du Congo émergent. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année 2024. On avait annoncé que le Congo serait émergent à l'horizon 2025. Nous y sommes et malheureusement, le Congo ne sera pas émergent. Et c'est un problème qui mérite d'être suivi. Nous avons un autre aspect, c'est nos rapports avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement avait épilogué, d'ailleurs, ils avaient échoué dans l'application du programme de juillet 2019 et ils avaient annoncé finalement que on avait pu rentrer en programme en janvier 2022 et que en 2024, on devrait sortir de la crise. Et les Congolais constatent que nous sommes très, 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 très loin de sortir de la crise. La grave crise multidimensionnelle que le Congo connaît depuis plusieurs années. C'est pour ça que aujourd'hui nous avons choisi un thème que nous collons un peu à ça. Et ce thème, nous l'intitulons le manque de crédibilité du gouvernement d'Anatole Koliné-Makusu. Beaucoup de mensonges, beaucoup de tchatch, mais en termes de résultats, c'est la souffrance et la misère des Congolais. Donc, après cette brève présentation, je vais essayer maintenant de présenter, de faire l'analyse de la composition du gouvernement Anatole Koliné-Makusu. Je le fais parce que beaucoup de Congolais ont réagi lorsqu'on a essayé de leur faire une analyse de la composition du comité de trésorerie qui a illustré clairement qu'il s'agissait d'une vision de gestion clanique, mais ce n'est pas différent en ce qui concerne le gouvernement d'Anatole Koliné-Makusu qui comprend 38 ministres. Et quand on essaie de voir la composition de ce gouvernement en essayant de faire une approche, bon, elle est assez de temps en temps critiquée, mais on l'a fait assez souvent dans notre pays. Ce n'est pas une démarche sociologique ou anthropologique, mais on essaye et on va essayer de vous faire une présentation. C'est celle de présenter cette composition en fonction des départements dont les membres sont ressortissants. Et en donnant de temps en temps, lorsqu'on le pourra, le chiffre de la population du département concerné, tout en sachant que nous sommes encore dans la vision d'un Congo à 12 départements. Nous n'avons pas encore ajusté cette réflexion à la nouvelle donne qui est de 15 départements. Donc, quand on regarde ça, on constate quoi? On constate que dans le gouvernement Koliné-Makusu, il y a 12 ministres qui sont censés être des ressortissants du département de la cuvette centrale, qui au dernier recensement avait une population de près de 316 000 habitants, Donc 12 à peu près, dans une proportion, on peut dire, c'est à peu près 32%, ce qui est extrêmement important. Après la cuvette centrale, vous avez les plateaux, les départements dont je suis originaire, que ce soit dans la nouvelle ou dans l'ancienne version, qui a une population de 283 000 habitants et qui, lui, compterait près de 13 de ses ressortissants et 10 de ses ressortissants dans ce gouvernement. Donc, vous voyez bien que sur 38 ministres, quand on prend rien que la cuvette centrale et les plateaux, les deux départements, à eux deux, comptent pratiquement, si on fait la sommation, 22 sur 38, ce qui est une proportion quand même assez importante et qui nous amène à nous poser la question, mais comment ça se présente pour les autres départements? Et nous allons avancer. Le Poul, qui est devenu le département qui a la population la plus nombreuse, avec 394 000 habitants, a trois de ses ressortissants comme membres du gouvernement. Le Niari, qui a pratiquement 334 000 habitants, a également 3 de ses ressortissants qui sont au gouvernement. Et après, on descend à l'Alékounou, qui avec près de 100 000 habitants
à 2 de ses ressortissants qui sont membres du gouvernement. La Likwala, avec 355 000 habitants, a pratiquement 2 de ses membres qui sont au gouvernement. Le Kwilu, il y a une petite notion, mais moi je situe le Premier ministre et puis le ministre Moutou dans le Kwilu, et je situe le ministre Tisser dans le département de Pointe-Noire. Le Kwilu, qui a pratiquement près de 97 000 habitants, je considère qu'il a 2 de ses ressortissants qui sont membres du gouvernement. Et quand on regarde le reste, bon, vous avez la Sangha avec 101 000 habitants qui a pratiquement un seul ministre, la Cuvette Ouest avec 119 000 habitants qui a un ministre, bon, le Pointe-Noire avec 1 420 000 habitants se retrouve, mais on a exclu Pointe-Noire et Brazzaville de ça, mais Pointe-Noire, on a retenu quand même que le ministre Tisser pourrait être considéré comme ressortissant de la ville de Pointe-Noire. Et la grande surprise, c'est la Bouenza, qui a été le département le plus peuplé pendant de nombreuses années, qui a aujourd'hui, semble-t-il, près de 363 000 habitants et qui ne compte qu'une seule ressortissante au gouvernement, ce qui est quand même une situation préoccupante. Je ne dis pas qu'il y a une corrélation entre la population et le nombre de membres du gouvernement qu'on devrait avoir, mais c'est une situation quand même assez préoccupante, d'autant que lorsqu'on prend la partie septentrionale, on peut dire aujourd'hui que la partie septentrionale a pratiquement 26 de ses ressortissants qui sont au gouvernement, c'est-à-dire pratiquement 68%. Et quand on prend la partie des départements du Sud, à commencer par Pointe-Noire, le Kwilu, etc., on n'a que 12 membres, donc à peu près 32%. Donc vous voyez toujours, on a le sentiment que dans notre pays, il y a toujours ce déséquilibre, il y a cette vision que nous traînons et que nous n'arrivons pas à dépasser, mais qui est le reflet en fait de la gestion clanique. Et à notre avis, il faudrait de temps en temps qu'on ait un regard tout à fait particulier. Donc, ce que nous voulions faire apparaître, c'est que c'est l'illustration de ce que dans notre mode de gestion, le pouvoir en fait est géré sur un modèle de gestion clanique. Et je dis et je répète, la réalité du pouvoir semble appartenir à la cuvette centrale et au département des plateaux, qui tous les deux ont pratiquement 22 ministres qui se font, 22 personnalités qui sont ressortissants de ces zones sur 38, ce qui est quand même extrêmement important. Maintenant, quand on voit une autre notion que j'aime ajouter, c'est les ressortissants qui appartiennent à la fois au même département que le président de la République et qui appartiennent au même groupe ethnique que lui. Ils sont 19. Ça veut dire 50%. Et je crois qu'à l'avenir, ça devrait nous amener à regarder et à bien réfléchir sur les questions que nous évoquons assez souvent, c'est-à-dire le concept même du pouvoir, et qu'on s'éloigne des visions qui pensent assez souvent que lorsque le président, par exemple, de la cuvette, bon, les originaires de la cuvette se sentent beaucoup plus au pouvoir que les citoyens des autres départements. C'est une vision qui devrait être dépassée. Maintenant, pour revenir au développement que je voulais faire, après avoir fait cette illustration, je crois qu'il est bon qu'on revienne sur un certain nombre de choses. Le premier aspect que je vais aborder, s'agissant justement le manque de crédibilité du gouvernement d'Anatole Kouliné-Makosso, c'est le respect de la loi. Et vous savez que j'y tiens beaucoup parce que j'y reviens régulièrement. J'y reviens pourquoi? Parce que, je le dis et je l'ai déjà dit et je le redis, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Ce parti aurait dû être sanctionné depuis pratiquement 2002, mais il ne l'est pas parce que le président du Parti congolais du travail, le président de la République est président du Parti congolais du travail, le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique, et ce parti n'est pas sanctionné. Et nous avons eu à dénoncer le fait que le ministre de l'Intérieur a signé des textes comme l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, dans lequel il déclare le Parti congolais du travail, il reconnaît
ce parti comme étant conforme à la loi alors qu'il ne l'est pas. C'est très grave et nous allons regarder cet aspect lorsqu'on va regarder les aspects de gouvernance électorale. L'autre aspect sur lequel j'ai déjà insisté, je le dis pas par manque de respect, mais parce que nous avons une constitution et que tout le monde doit la respecter, le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. J'évoque souvent deux aspects, mais on peut en ajouter d'autres. Le premier aspect, c'est que le président de la République du Congo ne peut pas être président du Parti congolais du travail. C'est une violation de la Constitution. Le deuxième aspect, plus grave en ce qui nous concerne, c'est que le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine depuis 2002. Et même l'expérience qui a été tentée par la Cour suprême et Anatole Koliné-Makossa en 2021, le président ne s'y était pas soumis. Ce qui veut dire que nous sommes dans une situation toujours et toujours préoccupante qui a des incidences au plan de la gouvernance électorale. Mais nous disons et nous répétons, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail. Deuxièmement, le président du Parti congolais du travail, puisque nous sommes à quelques mois de la préparation ou de la tenue de l'élection de 2026, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Et c'est en ça que nous insistons, parce que des voix s'élèvent pour dire non, mais cette fois-ci, il faut que nous soyons vigilants et que sur ces aspects des textes, que nous y accordons une attention toute particulière. Voilà le premier aspect. Le deuxième aspect, qui est la conséquence de l'aspect que je viens d'évoquer, c'est la gouvernance électorale. Ce que je viens de dire a évidemment des conséquences sur la gouvernance électorale. Et ce que je peux dire de façon synthétique, c'est que depuis 2002, aucune élection n'a été organisée dans le respect de la démocratie et dans le respect des lois et règlements de la République. Je viens de vous évoquer la situation du PCT, la situation du Parti congolais du travail, etc. Et ça pose énormément de problèmes. Les gens seront choqués quand je vais dire c'est pratiquement le démarrage de la tricherie. C'est le démarrage de la tricherie avant. C'est vrai qu'il y a d'autres problèmes qui sont posés, notamment le problème de la maîtrise du corps électoral, le problème de la fiabilité des listes, le problème de l'indépendance de la commission électorale indépendante, problème jamais résolu, alors que depuis des années, nous y sommes et que nous y allons. Mais, pour illustrer ça, je reviens toujours sur une déclaration, sur plusieurs déclarations d'ailleurs. La première est de Laurent Gbagbo, qui dit que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Je demande à chacun de vous de tirer la conclusion, puisque les gouvernants, le président de la République, et c'est un constat que l'on fait, ne respectent pas la Constitution. Et la conclusion est tout à fait normale. Il n'est pas démocrate. Et si on n'est pas démocrate, est-ce qu'on peut organiser une élection libre, démocratique et transparente? Je dis non. Et j'enchaîne avec ce que le président Denis Sassou Nguesso lui-même, quand il était opposant en 1992, a déclaré, j'insiste pour dire que je n'accepterai pas que la Constitution soit violée. Et il a ajouté, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. La question que je pose, je l'ai déjà posée, je la repose aux Congolais, je la repose aux acteurs politiques. Qu'est-ce que les démocrates attendent puisqu'ils se rendent compte que cette Constitution est violée, elle n'est même pas respectée par les champions qui s'étaient battus pour son changement. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et je vais terminer sur ce créneau en rappelant ce que le chef de l'État a déclaré dans son message sur l'état de la nation en 2020, en disant que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous entraîner à emprunter le chemin dangereux et hasardeux de l'anticonstitutionnalité. Mais nous sommes dans l'anticonstitutionnalité. Nous sommes à quelques mois, semble-t-il, de l'élection présidentielle. Que ferons-nous? Continuerons-nous à être dans l'anticonstitutionnalité ou bien nous allons y mettre fin? Que ce soit dans le premier aspect que j'ai abordé, que ce soit dans le second, le Premier ministre est bien au courant de la situation. D'ailleurs, s'agissant du premier aspect,
Je peux y revenir pour faire un rappel. Un recours avait été introduit à la Cour constitutionnelle sur justement la situation de l'élection qui avait conduit le président de la République comme président du comité central du Parti congolais du travail. Mais la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Et par la décision 005 DCC bar SVA bar 20 du 31 juillet 2020, elle a choisi d'en faire une notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Donc le gouvernement d'Anatole Koliné Makosso connaît bien la situation qui n'est toujours pas résolue. Donc Anatole Koliné Makosso sait. Mais pourquoi rien n'est fait pour que les choses deviennent normales et que nous puissions avancer? C'est une situation extrêmement préoccupante. Le troisième point sur lequel je vais passer, c'est la lutte contre la corruption, dans laquelle je fais toujours apparaître que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Et il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Et il a pour projet de société, ensemble, poursuivons la marche, entendu, marche vers le développement. Est-ce qu'on peut aller au développement si on tolère la corruption? Je dis non. Mais en plus, ce qu'il ajoute, c'est que sur le terrain, rien ne bouge. Sur le terrain, rien ne bouge. En dépit des nombreux cas que l'on connaît. À une époque, on disait que c'était les ONG internationales qui voulaient déstabiliser le pouvoir de Brazzaville. Il ne s'agit plus de ça. Les Congolais connaissent bien les cas. Et nous y revenons souvent pour qu'ils n'oublient pas le dossier des 14 000 milliards d'excédents budgétaires. Les fonds débloqués pour une route imaginaire de 137 km. Les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Le détournement de 9 milliards de la CREF, des pensions de novembre et décembre 2016. Les révélations faites par les Panama Papers, comme quoi si Congolais détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Et quand on épluche le dossier sur les révélations des Panama Papers, on découvre qu'il y a des Congolais qui ont des fortunes colossales, de l'ordre de 1850 milliards, de l'ordre de 2000 milliards. Et ça, le gouvernement d'Anatole Koliné Makosso ne s'en préoccupe pas. Ce qui les préoccupe, c'est d'essayer de trouver des prétextes pour justifier aux Congolais qu'ils n'ont pas d'argent, etc. Et c'est extrêmement grave. En fait, le constat qui a été fait, c'est lequel? Et c'est l'un des points faibles, sinon très faibles, du gouvernement d'Anatole Koliné Makosso. C'est d'avoir choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. J'aurais pu parler du sida, j'aurais pu parler des 160 milliards détournés au ministère de la Santé entre 2020. Est-ce qu'après ça, on peut avoir le courage de venir devant les Congolais pour dire, mais le gouvernement d'Anatole Koliné Makosso en venant devant les Congolais pour dire qu'ils ont des problèmes de trésorerie, que lesquels sont vides, mais il perd sa crédibilité. Les Congolais se demandent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut aller? Pourquoi avoir fait ce choix de protéger les responsables de ces situations? C'est pour ça que le point qui vient immédiatement après, c'est l'indifférence des gouvernants vis-à-vis de la misère et de la souffrance des Congolais. Le premier point que j'aborde quand j'essaie de parler de cette question, le premier point, c'est que 64 ans après notre indépendance, 40 ans après 40 ans de pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, les Congolais n'ont pas d'eau, les Congolais n'ont pas d'électricité. S'agissant des autres situations, la situation des retraités, elle est connue. La situation des étudiants, elle est connue. La situation des travailleurs de plusieurs structures, elles sont connues. Le fonctionnement des services sociaux, c'est connu. Et quand on vit ça, on est surpris. D'abord, que ce gouvernement soit impuissant devant la lutte contre la corruption. Et ensuite, on se demande comment ce gouvernement n'arrive pas à agir pour la réduction du train de vie de l'État. Les retraités
ont vu que c'est après la réunion du comité de trésorerie qui s'est tenue jeudi qu'ils ont pu toucher la pension du mois de juin. Et j'ose espérer que d'autres comités de trésorerie vont se tenir rapidement. Mais comment expliquer qu'un comité de trésorerie puisse se réunir sans aborder la question de la lutte contre la corruption et de la récupération de l'argent qui a été dilapidé des caisses de l'État? Souvent, j'entends les gens dire qu'il s'agit de la manipulation politique. Là, il ne s'agit pas de la manipulation politicienne. Il s'agit des éléments dont les dossiers sont bien prêts et pour lesquels le gouvernement a des difficultés pour avancer. Maintenant, au-delà de la souffrance et de la misère des Congolais, mais s'agissant, mais avant que je ne continue, parlant de la souffrance et de la misère des Congolais, regardez la situation de vacataires de l'université Marien Wabi. Et ce qui me fait mal, c'est lorsque j'entends dire que lorsque les recrutements se présentent, on recrute d'autres personnes en dehors d'eux. Même situation pour les enseignants communautaires, pour lesquels j'ai été choqué d'apprendre que certains d'entre eux touchent 10 000 francs par mois, c'est-à-dire 330 francs par jour. Mais abordons le problème dans ce cas du panier de la ménagère. Si vous gagnez 330 francs par jour, comment vous faites pour manger, pour vivre et pour vous vêtir? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut tolérer une telle situation pendant longtemps? Est-ce que le gouvernement a une certaine crédibilité quand il vit ces situations? Et j'ai été vraiment terriblement choqué d'entendre les représentants des enseignants communautaires dire que lorsqu'il y a les quotas de recrutement, mais dans ce ministère, il semble qu'il y a un système mafieux qui est mis en place où on se permet de vendre ces places à 305, 400, 500. Non, c'est méchant, c'est du cynisme, c'est même de la criminalité. On ne devrait pas avancer et essayer d'aborder les problèmes sous cet angle-là. Maintenant, au-delà de ça, il y a un problème sur lequel je ne peux pas ne pas revenir. C'est le problème des terres. Nous avons, quand je dis nous, au nom d'un collectif constitué de 4 partis, nous avons réagi et nous avons répondu au Premier ministre. Mais ce que nous avons constaté, c'est quoi? C'est l'obstination et la volonté du gouvernement et des gouvernants à vouloir absolument imposer ces accords. Ils nous disent maintenant que ça a été fait avec les Sud-Africains, ça a été fait avec les Maliens. Non, réglons le problème des Rwandais. Et une fois qu'on aura réglé le problème des Rwandais, il y a nécessité que nous faisons un audit de tous les textes qui ont été pris. Autorisation provisoire, autorisation express, les bons filles. Il faut qu'on fasse un audit de cette situation. Maintenant, l'élément nouveau qui apparaît, parce que le constat que nous avons fait, et le Premier ministre l'a fait, puisqu'il a fait apparaître clairement dans la lettre, il a reconnu que la communication du gouvernement était peu convaincante. Et nous le savons, ça, nous le savons depuis. Mais le constat que nous, on a fait, c'est que le gouvernement a été incapable de répondre aux principales questions que nous avons posées. Et il y en a une qui est fondamentale. Je sais qu'ils n'y apporteront jamais de réponse. Qui ment entre le Rwanda et le Congo? Visiblement, moi je suis congolais, je pense que assez souvent nous avons eu la bonne information du côté du Rwanda, mais le côté du Congo hésiter. Pourquoi? Mais parce que s'ils acceptent, c'est carrément la haute trahison pour toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce dossier. Dans tous les cas, ce n'est pas fini. Donc, l'élément nouveau qui est apparu sur ce dossier, et je m'en réjouis, je félicite la société civile, d'abord qui a fait comprendre, et à ce ministre rwandais des Affaires étrangères, et à cet ambassadeur, qu'il n'y a pas qu'un groupe politique qui... Non, c'est tous les Congolais qui ont rejeté avec violence ces accords. Et la démonstration faite par ces ONG nous a donné la preuve que tous les Congolais rejetaient ces accords. Et j'ai été très heureux que la société civile ait réagi en adressant une correspondance au ministre congolais des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger pour demander que l'ambassadeur rwandais soit déclaré persona non grata. Et je suis heureux qu'ils aient évoqué un certain nombre de références de droit, y compris des éléments qui sont contenus dans les textes internationaux qu'ils connaissent. Je n'en suis que très heureux. C'est pour ça que je reviens pour dire
Ce que nous voulons du gouvernement maintenant, c'est les démarches, ces affaires de dire il faut attendre le 8 décembre. Non, nous n'avons pas à attendre le 8 décembre. Il faut que les démarches soient entreprises pour l'annulation pure et simple de ces accords qui ont été rejetés par tous les Congolais, que ce soit ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Maintenant, l'autre point que je vais suivre, qui m'inquiète et qui me préoccupe, c'est le complot international pour lequel le Congo est victime. Et j'en suis préoccupé. D'abord parce que ce complot, tel qu'il apparaissait, visait l'assassinat du chef de l'État congolais. Et je suis surpris lorsqu'on a vécu la jurisprudence de Jean-Marie Michel Moukoko, lorsqu'on a vécu la jurisprudence d'Aimé Devers Moigny, je suis surpris du silence du gouvernement. Souvent, Thierry Lézin Mungala prend la parole pour trouver les prétextes, mais cette fois-ci, ils sont muets comme des carpes. Il s'agit quand même de chercher à porter atteinte à la vie de celui qu'il considère comme le président du Parti congolais du travail, qui est en même temps président de la République et chef de l'État. Comment explique-t-on ce silence? D'autant que lorsqu'on approfondit les analyses, et quand on suit les vidéos de Laurence Okoko, elles sont nombreuses. Ce n'est pas le fait de Mirassa, ce n'est pas le fait de Stengabe, ce n'est pas le fait de Jean-Pierre Agnambo, ce n'est pas le fait de Victor Onyongo. Elles sont nombreuses. Mais quand on suit les vidéos de Laurence Okoko dit quoi? Il dit que c'est lorsqu'il y a eu Denis Christel Sassou Nguesso a eu la fin de non-recevoir du président Eduardo dos Santos, il s'est tourné vers le Rwanda. Donc, pour moi, je ne suis pas juriste. Je ne veux pas accuser personne parce que je sais que la loi prévoit la présomption d'innocence pour tout Congolais. Mais je dis, quand je fais mes analyses, que cette affaire de complot a un lien immédiat avec le problème des terres cédées ou vendues au Rwanda et les débats que nous avons eus. Et je pense que la lumière faite sur, d'abord nous avons souhaité que la lumière soit faite sur le problème des terres, maintenant il faut que la lumière soit faite sur le complot. Et moi je ne comprends pas parce que notre constitution est claire. L'article 15 dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à sa condition familiale, ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses et philosophiques. C'est clair. Et si Jean-Marie Michel Moukoko, si Edevers Moigny ont suivi une procédure, aujourd'hui, les faits, ce sont les mêmes faits qui se sont reproduits. Et c'est là où j'interroge Anatole Koliné-Makosso. Pourquoi vouloir faire deux poids, deux mesures? Pourquoi vouloir faire une justice à deux vitesses? Et je me rappelle d'une déclaration faite par le PCT s'agissant des crimes économiques et financiers, où il disait que si l'un d'entre eux était pris dans ces cas, mais le PCT serait le premier à dénoncer et à faire qu'il soit traduit devant la justice. D'où vient maintenant qu'il y a ce silence? Parce qu'il ne faut pas parler de paix du bout des lèvres et que dans la pratique, nous en soyons très, très éloignés. Et nous suivons, nous regardons. Nous suivons, nous regardons. À l'attention des téléspectateurs, je peux leur dire, et les gouvernants le savent, le 4 novembre 2014, un cortège des véhicules du Bessier et du Gerbet m'a attaqué en pleine réunion du mouvement citoyen pour le respect de l'ordre constitutionnel. 32 personnes ont été arrêtées. Plusieurs personnes ont été tabassées. Un scandale. Ma maison a été cambriolée. Et vous pensez que c'est le pays où on dit qu'il faut qu'on le lègue aux générations futures dans la paix et que ce soit un pays attractif où il fait bon vivre? C'est un pays où il y a l'inégalité et s'il n'y a pas de justice, il y aura la paix? Non. On crée nécessairement un malaise. C'est pour ça que sur cette question, je dis au gouvernant, je dis à Koliné-Makosso, vous perdez votre crédibilité en essayant de faire endormir les Congolais par le silence. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez constaté qu'avec les réseaux sociaux, il n'y aura plus de possibilité à ça. L'autre aspect que j'ai abordé, puisque j'ai été interpellé par plusieurs compatriotes,
C'est la note de service qui a été prise par le conseiller spécial du président de la République, directeur général de la sécurité présidentielle, créant une direction des forces spéciales et puis nommant, je crois, un officier supérieur à ce poste. Je dis, tout ça s'est fait en violation flagrante des lois et règlements de la République. J'ai relu l'article, le décret, je crois que c'est le décret 2009-125 du 23 avril 2009 qui définit les attributions de la direction générale de la sécurité présidentielle. J'ai relu l'article 205 qui parle de ce que la force publique doit être apolitique, qu'elle est soumise aux lois et règlements de la République et qu'elle ne doit pas servir pour des intérêts particuliers, elle doit servir l'intérêt général. Et j'ai relu l'article 23 du décret qui crée justement cette structure. Mon point de vue est clair là-dessus. Le conseiller spécial, directeur général de la sécurité présidentielle, ne peut pas prendre un texte qui crée une direction. Il faut qu'il se refait parallélisme de forme à ce qui a été fait. Et si ça doit être fait, à mon avis, il faut que ça soit fait dans les formes. Le deuxième aspect que je tiens à souligner, j'ai lu l'article 23 de ce décret qui dit clairement que les directeurs centraux de cette structure sont nommés par le président de la République, par un décret signé du président de la République, sur proposition du chef d'état-major du président de la République. Donc, les choses sont claires. C'est pour ça, une fois que nous disons à Coliné Makosso, mais nous avons déjà fait un certain nombre de constats. On a vu comment le Premier ministre a annulé la note que le ministre Ondaï avait prise s'agissant de la CCA. Mais là, les choses sont claires. On ne demande qu'au Premier ministre de prendre la note et de faire en sorte que nous respectons nos lois et règlements de la République. Le dernier aspect que je vais aborder, lorsqu'on a fait le tour de toute cette question, je pense à deux dispositions de la Constitution. C'est l'article 227 et l'article 228, qui font quoi? Qui mettent en place un Conseil national de dialogue, qui est un organe de concertation, d'apaisement, de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les problèmes politiques d'intérêt général de la nation. Monsieur Coliné Makosso, expliquez aux Congolais pourquoi depuis qu'on a changé de constitution, pourquoi depuis 2015, le Conseil national de dialogue n'est pas formellement mis en place. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous avez des organes qui auraient pu vous aider à ce que nous avançons. Et c'est ça qui vous fait perdre la crédibilité. Le gouvernement est beaucoup plus pris dans les réunions, dans les cérémonies, dans ce que moi j'appelle la tchatch. Et ce qui est prévu, même par nos textes fondamentaux, vous ne l'appliquez pas. C'est pour ça que nous constatons qu'il y a un certain manque de crédibilité qui devient très sérieux en ce qui concerne le gouvernement d'Antoine Coliné Makosso. Donc, chers téléspectateurs, j'ai tenu à faire un tour d'horizon parce qu'il est bon de parler de la paix, mais je pense que si nous voulons de la paix, il faut que nous respectons nos lois et règlements de la République. Il faut que nous privilégions la justice et il faut que nous considérons les Congolais avec l'égalité des chances et que chaque Congolais soit pris et que les textes soient appliqués de la même façon. C'est pour ça que je vais aller à la conclusion. À travers ce que j'ai développé, j'ai voulu faire apparaître que le gouvernement d'Anatole Coliné Makosso manque sérieusement de crédibilité. Ce que je viens de dire fait apparaître clairement qu'il y a des actions que ce gouvernement aurait dû mener et peut-être qu'il n'ose pas mener. Par impuissance, je ne sais pas. Par incompétence, je ne sais pas. Par incapacité, je ne sais pas. Et c'est pour ça que je reviens à la charge, pour dire que ces aspects touchent les points suivants. Le premier point, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Elle s'applique à tous. On ne doit pas favoriser les uns pour défavoriser les autres. Et de ce point de vue, je fais un clin d'œil
au ministre Mboulou, qui a géré cette injustice qui, à mon avis, ne devrait plus être tolérée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le président de la République ne peut pas être président du Parti congolais du travail, en violation flagrante avec l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité dans un parti politique. Troisièmement, le Parti congolais du travail, puisqu'on est dans cette situation depuis 2002, le Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique et transparente. Quatrième point, il faut arrêter de faire souffrir les Congolais. Et pour arrêter de les faire souffrir, il faut mener une lutte âpre et farouche contre la corruption. Les dossiers sont connus, les gouvernants les connaissent. D'ailleurs, la plupart des ministres, la plupart des membres du comité central, du bureau politique sont impliqués dans ces dossiers. Donc, ils sont bien connus. Et il faut arrêter de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Ce n'est pas du tout normal. Parce qu'en les protégeant, on plonge la majorité des Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et ce n'est pas du tout normal. Il faut que nous avancions. L'autre point, on l'a dit, on l'a redit. Il faut annuler de manière pure et simple tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda. L'un des aspects que je rappelle ici, je souhaite que les gouvernants comprennent que la terre du Congo ne peut pas servir à fournir des moyens financiers au Rwanda pour aller poursuivre la guerre à l'est de la République du Congo et ensuite aller continuer à perpétrer les massacres des populations. Nous ne l'accepterons pas. Si le gouvernement, nous ne l'accepterons pas. Il parle de manipulation politicienne, mais ça, nous ne l'acceptons pas. Ensuite, il faut qu'on ouvre une enquête. Qu'on ouvre une enquête sur ce complot. Le silence n'est pas la solution. À partir du moment où tout le monde est convaincu qu'il y a un complot, mais il faut, à mon avis, tout comme on a résolu le problème pour Jean-Marie Michel Moukoko, tout comme on est en train d'aborder le problème de Aimé Vermoigny, ce sont des Congolais. Ils doivent être traités de la même façon que tous les citoyens. Être fils de président, être neveu, etc., ne vous donne aucun droit constitutionnel par rapport au respect des lois de la République. Donc, il faut, à notre avis, que les choses puissent avancer. Ensuite, mais il faut, puisque le constat est fait, que les notes prises par la Direction générale de la sécurité présidentielle violent les lois et règlements de la République. Elles ne sont pas conformes aux lois et règlements de la République. Qu'est-ce que le Premier ministre attend pour les annuler? C'est ça qui lui fait perdre de la crédibilité. On ne peut pas annuler ici et ne pas annuler là. Ce ne serait pas du tout une bonne chose. Et le dernier aspect, c'est une question que je poserai au Premier ministre. Le gouvernement trouve normal qu'on a changé de constitution contre l'avis de plusieurs Congolais en 2015 et on se retrouve en 2024. Il y a des organes comme le Conseil national de dialogue qui ne sont pas mis en place. Et je souhaite que nous allions un jour vers un véritable dialogue national. D'aucuns d'ailleurs, quand on les suit sur les réseaux sociaux, ils réclament une conférence nationale BICE. Mais on peut s'accorder sur le format, pas sur les rencontres individuelles. On rencontre Mirassa, on rencontre et puis après, non, il faut que l'on se retrouve dans un cadre qui nous permette d'avoir un débat sérieux. La situation du Congo est véritablement préoccupante à plusieurs points de vue. J'ai d'ailleurs oublié d'évoquer dans le corps du texte l'aspect sécuritaire, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu partager ces idées, lancer le débat et faire apparaître clairement qu'en ce qui nous concerne, le gouvernement d'Anatole Koliné-Makosso manque sérieusement de crédibilité.
Et au moment où, semble-t-il, des voix s'élèvent pour dire l'élection. Lui-même, d'ailleurs, il a déjà annoncé lors d'une mission à Paris qu'il travaillait pour que Denis Sassou Nguesso soit candidat en 2026. Et puis, à l'occasion de la cérémonie des vœux, il a annoncé, déclaré que Denis Sassou Nguesso était l'homme présidentiel. Il fallait que tous les Congolais plient pour lui, pour que le Seigneur lui donne bonne santé, etc. Donc, il est déjà dans cette dynamique. Mais on ne peut pas être dans cette dynamique et considérer la situation que nous vivons maintenant. Donc, chers téléspectateurs, c'est un peu ce message que j'ai voulu porter pour que nous suivons, pour que nous soyons toujours prêts et qu'on essaie d'apporter l'éclairage sur un certain nombre de problèmes. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous et je souhaite que nous soyons toujours au rendez-vous. Merci de me faire constater que l'audience de Grand Angle devient de plus en plus importante. Faites toujours vos commentaires. C'est vrai que je n'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais je les lis. Je vous remercie pour ceux qui me soutiennent. Je remercie ceux qui font des commentaires, même s'ils sont assez souvent critiques, que ce soit sur mes idées ou sur ma personne. Mais c'est ça la démocratie. Je l'accepte comme tel. Donc, chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine émission, samedi prochain. Je crois que ça sera probablement le 7 septembre. Et je vous donne une information. Nous commençons à approcher l'anniversaire, le premier anniversaire de l'émission Grand Angle. Parce que cette émission a commencé au mois de septembre 2023. Et je crois que nous aurons l'occasion de vous faire part de façon particulière de la date exacte pour que nous tous nous enrigissions. Donc, encore une fois, merci. À la prochaine.